Bonsoir à tous, Adrien Schilling ici d'Interaction, votre chaîne qui vous parle des relations franco-allemandes dans le business. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle les 4 facteurs d'incidence qui rentrent en jeu, qui sont à prendre en compte dans n'importe quelle interaction que vous allez avoir, notamment dans le franco-allemand, mais qui vont aussi vous aider dans les relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient. Et ces 4 facteurs d'incidence ont une utilité particulière pour être en mesure de décoder, d'analyser et de détricoter une situation, pour être en mesure d'agir en pleine conscience, librement et de la manière la plus efficiente possible. Admettons, donc vous êtes dans une société française et vous interagissez avec une société allemande, peu importe d'ailleurs si c'est une maison mère, vous êtes peut-être dans un processus de rachat avec une société allemande, vous êtes peut-être tout simplement dans la création d'une joint venture, dans la création d'une équipe franco-allemande, peu importe pour le moment l'événement particulier, mais vous êtes dans le business et vous interagissez avec des Allemands. Et ben dans la situation dans laquelle vous êtes, il y a différentes choses qui vont être à l'œuvre, qui vont probablement vous choquer, qui vont probablement ils vont peut-être vous marcher dessus. Vous allez avoir l'impression d'avoir un espèce de rouleau compresseur qui vous tombe dessus. Vous allez peut-être même mal vivre la coopération. Peut-être que vous êtes rentré dans cette forme de collaboration, coopération avec un superbe état d'esprit, en étant voilà, motivé. Et ensuite, vous êtes déçu et vous n'en croirez pas tellement vos yeux ni vos oreilles parce que ce que vous vivez, c'est pire que tous les préjugés que vous auriez peut-être pu avoir. Vous constatez qu'en effet, les Allemands cochent tous les préjugés que vous pouviez avoir. Et donc, dans cette situation, eh bien, vous allez probablement vouloir faire quelque chose. Vous n'allez pas juste être là à subir la situation. Vous allez, notamment si vous êtes en charge d'autres personnes, si vous avez une responsabilité managériale, stratégique, vous allez évidemment vouloir agir. Et c'est ici que j'interviens. Pourquoi? Parce que ce que nous constatons systématiquement, ce sont des agissements qui sont parfaitement logiques et cohérentes pour une approche franco-française, mais qui tombent souvent à plat, voire empirent la situation quand vous êtes dans une collaboration ou dans une coopération qui est dite interculturelle. Et j'insiste sur cette terminologie qui est interculturelle parce que aujourd'hui on parle souvent de multiculturalisme ou même de transculturalisme. On cherche souvent à aplanir les différences pour dire nous sommes tous unis dans une Europe unie et donc les différences ne comptent plus. Mon prisme, personnellement, le prisme que j'apporte et le regard que j'ai, c'est oh que s'il y a des différences, les différences ne sont pas même, elles ne sont pas minimes, elles sont majeures. Elles ont une influence fondamentale sur la manière dont vous allez percevoir la même réalité et dont vous allez ensuite agir ou solutionner le problème que vous percevez. Donc, ces 4 facteurs d'incidence, si vous voulez, elle va ouvrir le champ des possibles pour vous, vous donner des clés de non seulement de compréhension, mais des leviers que vous allez pouvoir actionner qui vont être différents en fonction du contexte. Et connaître ces 4 facteurs d'influence, pardon, les connaître va vous donner une finesse dans l'analyse. Ça va vous permettre de vous détacher des réactions, dirons-nous, automatisées pour rentrer dans un agissement qui est, comme je le disais, plus libre, qui est un agissement en pleine conscience, si on pourrait le dire. Alors, qui n'est pas forcément évident, mais qui est un chemin passionnant parce qu'il nous en apprend énormément sur nous-mêmes. Et l'analogie que j'utilise régulièrement, qui est connue, c'est que c'est un espèce de truisme, il y a rien de particulier, mais j'aime bien le rappeler. Euh, un poisson ne sait pas qu'il est dans l'eau tant qu'il n'a pas été sorti de l'eau. Il nage dans l'eau, c'est l'environnement qu'il connaît, il ne connaît que cet environnement. Et c'est seulement quand on est sorti de notre environnement habituel, eh bien qu'on est confronté à notre propre environnement. C'est-à-dire nous nous comprenons nous-mêmes mieux parce que nous sommes confrontés à des différences, nous sommes confrontés à d'autres qui fonctionnent d'une manière différente. Donc une fois qu'on a dit ça, bon, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser les 4 facteurs d'incidence et surtout quels sont ces 4 facteurs d'incidence qui vont faire ressortir ce qui aujourd'hui vous paraît peut-être évident dans votre manière de fonctionner, dans la manière française de fonctionner. Et vous allez peut-être découvrir qu'il y a certains agissements qui sont à l'œuvre, qui sont chez vous automatisés, qui vous paraissent tellement évidents. Et vous allez peut-être comprendre en quoi est-ce que ces mêmes agissements peuvent être source de ce que nous appelons d'être des gifles virtuels pour vos interlocuteurs. Vous êtes de bonne volonté, vous voulez solutionner un problème, vous voulez solutionner un challenge,
un challenge peut être relationnel, managérial, opérationnel, peu importe où ce challenge se situe, vous voulez le solutionner. Et donc, il va vous falloir trouver des solutions adéquates de manière la plus efficiente possible pour que vous évitiez de perdre du temps, perdre de l'argent, perdre de ressources et surtout perdre peut-être même la motivation de vos troupes et donc des hommes clés. Hommes et femmes, bien entendu. Alors, ces 4 facteurs d'incidence, donc 4, je vais commencer par celui qui est peut-être le plus évident, c'est la culture. On dit souvent que la culture a bon dos parce que justement, on va expliquer tous les interactions et tout ce qui se passe dans l'interaction interculturelle que vous allez avoir va souvent être expliqué par ce facteur d'incidence-là qui est la culture. Voilà, les Français et les Allemands sont différents. Et donc, souvent, ce que vous allez entendre, notamment dans des formations interculturelles, très souvent, c'est les différences françaises avec les Allemands se positionnent à ce niveau-là. Comment se passe un déjeuner d'affaires? Comment est-ce que des décisions sont prises? Comment est-ce qu'on se présente? Quelle est l'étiquette en France? Quelle est l'étiquette en Allemagne? Et c'est souvent intellectuellement intéressant, mais ce que je constate, c'est que ça ne change rien dans l'opérationnel. Parce qu'il n'y a pas une prise de conscience, et non pas sur les différences, mais sur l'intelligence du système de mes interlocuteurs. Et tant que j'ai pas compris l'intelligence du système, c'est très difficile pour moi de ne pas être dans une comparaison constante qui est une comparaison meilleure, moins bien que. Au lieu de dire c'est différent, je vais commencer à mesurer en termes de meilleur ou pas ou moins bien. Donc la culture pays, j'ai envie de dire même le mot culture, il y a une définition, mais je ne sais même plus à qui, il faudrait que je la recherche. Mais donc je me permets de la prendre sans savoir exactement à qui, à qui je la prends. Et je ne sais plus où est-ce que je l'ai entendu. Bref, qu'est-ce que la culture? It's how we do things here. C'est comment nous faisons les choses ici. Alors quand vous dites ça, eh bien, cela est aussi vrai dans une famille que dans un club de sport, que dans une région, que dans une commune, dans une ville, que dans un pays, sur un continent. On peut retrouver vous pouvez prendre n'importe quelle cellule sociale, quelle entité sociale ou organisationnelle, un système, si vous voulez, au niveau sociologique, on parlerait d'un système. Eh bien, tout système a une manière d'opérer. Et donc, la culture décrit cette manière d'opérer dans un système. Et quand on parle culture business pays, eh bien, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que nous, disons-nous en France, comment est-ce que nous faisons du business? Ce sont les règles qui sont souvent non écrites, elles sont implicites, elles sont souvent tellement évidentes. Comment est-ce que des décisions sont prises? Comment est-ce qu'un repas d'affaires va se faire, par exemple? Ce serait tout à fait mal vu d'arriver à un repas d'affaires et de tout de suite mettre le sujet sur la table. Bon, bah, ça vous paraît évident, vous allez dire, bah oui, évidemment. Mais ce bah oui, évidemment, il cache beaucoup, beaucoup de règles qui, en fait, pourraient être rendues, qui pourraient être mis de manière plus explicite. Et donc ça, ce sont des petits exemples, donc le repas d'affaires, mais aussi comment est-ce que des décisions sont prises en Allemagne ou en France? Comment est-ce que des conflits sont résolus? Quand on veut s'atteler à un sujet de la manière la plus efficiente possible, sur quoi est-ce qu'on va mettre toute notre énergie? Alors vous allez dire que chacun fait différemment, certainement, mais vous allez voir qu'il y a des points communs dans une même culture, donc dans une culture pays. Qu'est-ce que nos enfants apprennent à l'école dès le plus jeune âge? Qu'est-ce qu'ils apprennent dans l'école supérieure? Quelles sont là aussi les règles euh, opératoires qui guident notre façon d'aborder le monde, qui nous dit ce qui est bien, de ce qui est moins bien, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Donc ces règles, c'est ce qu'on appelle donc la culture business pays. Vous pourriez aller dans une entité qui est un peu plus moindre, c'est-à-dire au niveau de l'entité de l'organisation. Chaque entreprise a sa propre culture, c'est le deuxième facteur d'incidence. Donc chaque entreprise a sa propre ligne de conduite. Alors elle découle souvent aussi des métiers, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est une société de production va avoir souvent des cultures d'entreprise différentes d'une entreprise qui est plus dans le service. Une entreprise qui est dans la production industrielle est très différente d'une société qui vend des services de marketing, par exemple. Donc la vente est une culture particulière, la production est une autre culture. Et on pourrait maintenant rajouter tout un ensemble de strates, des cultures grands groupes sont très différentes que des cultures start-up, que des cultures PMI. Donc, il y a certes les différences culturelles pays, mais il y a aussi la différence au niveau de l'entreprise et des organisations. Ça, c'est le deuxième facteur d'incidence. Le troisième facteur d'incidence, c'est au niveau de la personnalité. Donc, il y a des personnalités des Français, donc de nationalité française, dont la personnalité
les traits de caractère, si vous voulez, ressembleraient au cliché que l'on aurait d'un Allemand, par exemple. Et inversement aussi, vous avez des Allemands qui, dans leur manière d'être, dans leur façon d'être, et peut-être vous en connaissez, ont une façon d'être pour laquelle vous dites, mais il n'est pas allemand, lui. Et quand je pose la question à à mes clients, mais pourquoi, en quoi est-ce qu'il n'est pas allemand? La réponse est souvent, mais parce qu'il est très sympathique. Sous-entendu, en Allemagne, un Allemand n'est bien évidemment pas connu pour être sympathique. Donc, là aussi, c'est important de savoir, évidemment, il y a des traits de caractère et des traits de personnalité qui sont différents. Donc, est-ce que là, en face de moi, j'ai une personne qui est colérique, introvertie, extrovertie, une personne qui est plutôt timide, une personne qui aime beaucoup le détail? Est-ce que c'est plutôt une personne qui pense très globalement, plutôt visionnaire? Il y a des tant de traits de caractère que nous pourrions adresser qui sont importants à prendre en compte quand quand nous analysons une situation. Et enfin, ce qui est souvent méconnu, c'est la partie mécanisme de coopération. Qu'est-ce que j'entends par mécanisme de coopération? Je vais vous donner quelques mécanismes qui sont très connus. Vous avez le processus du changement, ok, par exemple. Donc, en France, en Allemagne, en Chine, en Angleterre, aux US, des processus de changement sont déclenchés. Et vous allez avoir des réactions des collaborateurs qui sont identiques dans tous les pays. Ce qu'on appelle la résistance au changement que vous connaissez certainement, évidemment. Bah, la résistance au changement, elle n'a rien de français, elle a rien d'allemand. Elle est liée au fait que l'être humain aime les choses qui sont, enfin, aime plus ou moins se retrouver dans un domaine qu'il contrôle. Et quand on rentre dans un changement, ça veut dire je ne sais pas à quoi va ressembler la prochaine journée. Beaucoup aiment ça, des personnalités peuvent être motivées par ce changement. Vous avez des managers, par exemple, qui ont une personnalité particulière, qui sont géniaux quand il s'agit de conduire le changement, où toute leur personnalité ressort. Si vous les mettez à l'inverse dans un processus plan-plan lambda qui a été bien pensé, qui fonctionne, qui est bien huilé, mais où il sait exactement, il peut anticiper chacune de ces étapes, eh ben, ce même manager ne sortira aucunement des compétences. Donc le processus de changement peut faire ressortir certaines personnalités et a des règles intrinsèques à ce processus. De la même manière, une relation, par exemple, maison-mère-filiale, a aussi un certain code, un certain algorithme qui est implanté dans ce mécanisme. Toute, toute maison-mère, dans la raison d'être même d'une maison-mère, il y a écrit, encodé en elle, de structurer le plus possible ces processus pour, évidemment, avoir une forme de scalabilité, pour pouvoir, évidemment, augmenter les marges, parce que c'est sûr que si j'ai un processus qui marche partout, il vaut mieux que je l'implante partout. Ça, c'est la raison d'être même de la maison-mère. À l'inverse, les filiales ont une raison d'être qui est diamétralement opposée. La raison d'être même de la filiale, c'est de dire nous sommes assez proches de notre client pour savoir que les choses sont différentes ici. Donc nous allons tout faire pour argumenter auprès de notre maison mère que ici les choses se font différemment. Et encore une fois, rien de foncièrement français ou allemand ou américain. C'est international. Donc là, nous avons l'ensemble des mécanismes de coopération. Pardon, des facteurs d'incidence. Je vous ai donné 2 exemples de mécanismes de coopération. Et donc l'idée, c'est de connaître, quand on connaît bien ces mécanismes de coopération, et quand on connaît les autres facteurs d'incidence, ainsi que toutes les règles qui en font partie, eh bien cela vous donne des leviers que vous pouvez activer en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, pour arriver à vos fins de la manière la plus efficiente possible. Et je le redis, c'est important, en restant authentiquement vous. C'est-à-dire, si vous êtes français, ce dont je pars du principe parce que vous m'écoutez, si vous êtes français et que vous vous attelez à un projet franco-allemand, il pourrait être facile de penser qu'il va vous falloir devenir allemand, mais pas du tout, surtout pas. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que vous déclenchez, parce qu'aujourd'hui, avant d'être monsieur ou madame un tel, vous êtes français, française. Qu'est-ce que cela veut dire quand vous allez rencontrer un Allemand, une Allemande? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, dans les préjugés, il y a toute une série de cases que les Allemands et les Français vont chercher à cocher, plus ou moins, là aussi plus ou moins conscient, et qui vont donc diriger la manière dont la coopération va se produire. Et pour vous, l'enjeu, c'est d'être en mesure de lire dans les événements, de lire correctement la situation pour ensuite activer le bon levier. Alors, je vais vous donner un exemple classique
qui est peut-être le plus gros exemple, qui coûte mais terriblement cher à toute coopération franco-allemande, c'est un mot qui est le mot concept. Donc, comment est-ce que nous prenons une décision en Allemagne et c'est pour ça que je veux parler du mot donc concept. En Allemagne, et je vais peut-être le faire différemment, excusez-moi. Donc, si vous êtes en France et que vous attendez des Allemands pour qu'ils vous présentent un projet, souvent ce que vous allez vivre, c'est pas un débat d'idées. Donc ce n'est pas vous attendez peut-être souvent à ce qu'on se mette autour de la table et on discute d'idées, qu'on s'envoie des idées, ça nous fait penser à ça et puis on rebondit. Il y a une espèce d'émulation qui se crée. Souvent c'est l'attente que l'on a quand il y a une réunion du côté français et quand vous faites face à des Allemands qui lors de cette réunion vous sort une quarantaine de slides et vous fait un exposé très détaillé en vous expliquant comment est-ce qu'ils vont faire par A plus B, comment est-ce qu'ils vont dérouler un plan, là aussi très détaillé, pour atteindre un certain objectif. La lecture française de cette situation est systématiquement, bah bien sûr, les Allemands ont déjà pris une décision, il n'y a aucun moyen de discuter et d'avoir des idées, la décision a déjà été prise parce que, et donc là j'en viens, chez nous en France, quand est-ce qu'on créerait une présentation avec 40 slides qui détaille le plan très détaillé pour atteindre un objectif? Quand est-ce que nous faisons ça en France? Bien évidemment, il y a eu en aval une décision de principe qui a été donnée, nous avons avancé, nous nous sommes mis d'accord, il y a eu énormément d'idées, des changements de situation, nous avons pensé à des alternatives et à un moment donné, on est beaucoup beaucoup plus loin dans un processus décisionnel, on a déjà acté en quelque sorte la décision. Sinon, on perdrait du temps à rentrer dans le détail. Pensée, croyance, parfaitement juste dans un environnement franco-français. Cette même pensée, elle vient dans un contexte franco-allemand, elle vous donne une mauvaise lecture de la situation. Pourquoi? Eh bien parce que là où en France, nous allons passer sur une heure de réunion 50 minutes à échanger des idées sur la vision, sur l'objectif à atteindre, en Allemagne, on aura passé 3 minutes sur l'objectif et 57 minutes à détailler comment est-ce que nous pourrions atteindre cet objectif. Autrement dit, l'idée même, si elle est bonne, c'est qu'elle est faisable. Si je ne démontre pas la faisabilité, la mise en œuvre pour atteindre d'une idée, il ne me sera pas possible de mettre en œuvre cette idée. Croyance allemande, parfaitement logique au sein d'une culture allemande. Là aussi, si vous ne le savez pas et que vous le mélangez avec une culture française, vous irez automatiquement au clash. Donc si vous avez une compétence de décodage interculturel qui prend en compte les facteurs d'influence, partons d'abord du principe que vous ne l'avez pas. Juste pour donner un exemple, si vous ne l'aviez pas, eh bien vous allez lire dans cette situation, à la française, que les Allemands veulent vous imposer une décision. Que la décision a déjà été prise et qu'ils sont là pour faire le rouleau compresseur et donc vous écraser avec leur décision. Si vous avez cette compétence de lecture et de décodage, vous allez savoir, comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est il y a en effet eu beaucoup de travail qui a été mis dans l'analyse de ce plan et que maintenant, il est à vous, par de la critique constructive, par la Auseinandersetzung, donc le détricotage dans le détail, la confrontation factuelle avec le plan, de vous approprier la chose et de changer tout ce qui est à changer en démontrant l'erreur de pensée qu'il y a donc peut-être du côté des Allemands. C'est un processus qui est beaucoup plus lourd, qui est beaucoup plus long que ce que vous pouvez imaginer quand vous avez organisé cette réunion d'une heure pour aller échanger sur une idée. Mais en aucun cas, la décision a déjà été prise du côté des Allemands. C'est un exemple circonstancié qui revient systématiquement, qui est un énorme malentendu qui coûte très 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 cher aux coopérations franco-allemandes. Alors il y a des manières de s'y prendre, et je le dis maintenant souvent parce que c'est vraiment ce que je constate. Si vous voulez vendre, que ce soit vendre un produit ou si vous voulez vendre votre idée, vendre à la française est un art, mais vendre aux Allemands et à l'allemande est une science. Il y a une manière de s'y prendre. Si vous la connaissez, si vous comprenez le sens profond et la logique, vous pourrez vous approprier cette propre logique pour la faire valoir. Parce que le gros avantage d'une culture germanique, d'une culture communautaire, c'est que ce qui vaut pour eux
vaut aussi pour vous. Et ce qui vaut pour vous vaut aussi pour eux. Alors je sais, c'est très difficile à y croire, surtout quand on a lecture française, quand on a une lecture du pouvoir française, dans laquelle le pouvoir est une valeur essentielle. Dans une culture communautaire comme la culture allemande, croyez-moi, et vous allez le découvrir petit à petit, la notion de pouvoir est une notion très très délicate. Il faut faire très attention avec ça, surtout depuis 1945. Donc non, ce n'est pas les Allemands vous imposent quelque chose, ils vous présentent quelque chose. Il y a une manière d'aborder ensuite la conversation qui montrera aux Allemands qu'en effet, ce n'est pas parce qu'ils ont fait tout ce travail que la décision sera prise de la sorte, et c'est à vous de rentrer et de détricoter le plan de manière à ce que vos arguments seront entendus. Voilà, les 4 facteurs d'incidence, c'est un exemple pour vous expliquer la puissance des facteurs d'incidence. Quand vous connaissez leur existence et quand ensuite on est en mesure de remplir dans chacun de ces facteurs d'incidence, de remplir avec du contenu, c'est-à-dire avoir une vraie connaissance profonde des cultures d'entreprise, des mécanismes de coopération, des structures de personnalité et des cultures pays, eh bien vous serez en mesure, plus vous en apprenez, plus vous aurez des leviers à activer. Voilà, j'espère que cela vous a aidé. Mais en tous les cas, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez besoin d'aide dans l'analyse de votre situation, si justement vous voulez peut-être remettre en cause ou remettre en question l'analyse que vous avez aujourd'hui, par simple humilité, disons-le clairement, parce que c'est pas forcément simple. Mais si vous dites, je pense être très clair sur l'analyse, mais tiens, ce serait intéressant d'avoir un regard extérieur, n'hésitez pas surtout à me joindre, à me contacter. Cliquez dans la description, vous avez un lien directement vers mon Calendly, où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et on pourrait voir ensemble si et dans quelle mesure je peux vous aider dans votre situation, si mon programme Interaction est quelque chose pour vous aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.